Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre un moment pour te parler du schéma d'indisponibilité que tu rencontres dans ta vie. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute que le sujet t'intéressait. Donc voilà, installe-toi comme il faut, ça va durer un petit moment, je sais pas combien de temps, on verra bien. Mais en gros, je pense que c'est important d'expliquer d'où vient le schéma d'indisponibilité dans la vie des gens. Euh, Parce que c'est quelque chose qui est vraiment impactant dans la vie amoureuse. C'est quelque chose qu'on entend souvent revenir. On se confronte à des personnes qui sont pas disponibles, qui sont pas vraiment intéressées, ou alors qui ont ce fameux c'est la personne parfaite mais pas le bon moment, ou des choses comme ça. Donc déjà, je voudrais définir ce que j'entends par le mot disponible dans une relation. Ça peut être vraiment à plein de niveaux différents. Ça peut se manifester de plein de niveaux différents, de plein de manières différentes. Ça peut être indisponible parce que la personne que tu as rencontrée, elle habite loin. Il y a, je sais pas, plusieurs heures de route, plusieurs centaines de kilomètres ou des choses comme ça. Ça peut être que la personne, elle est pas disponible parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, elle est en garde alternée et puis en fait, elle veut pas présenter ses enfants, sauf que elle est disponible du coup qu'un week-end toutes les 2 semaines, ce qui est quand même compliqué pour nous, une relation à long terme. Ça peut être indisponible parce que tu t'accroches à quelqu'un qui est déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être indisponible parce qu'elle n'a pas oublié son ex encore, parce que je dis elle en tant que la personne, hein, mais ça peut aussi être les femmes qui s'intéressent à des hommes. Euh, une personne qui n'est pas disponible émotionnellement, en fait, ou alors quelqu'un, comme je disais, qui est juste, qui s'intéresse pas à vous, quoi, qui est genre, bah ouais, cool, on se rapote, et puis après, puis rien de plus, quoi. Alors que vous êtes en train de développer des sentiments, de faire des projections de relations, de sexualité, etc. Euh, donc ça, c'est les différentes formes, c'est pas une liste exhaustive non plus, mais c'est un peu les différentes formes que peuvent prendre l'indisponibilité dans la relation. L'idée d'avoir quelqu'un qui a peu de temps à vous consacrer ou qui travaille énormément, qui n'a pas de priorité sur la relation amoureuse ou des choses comme ça. Donc, c'est pas seulement indisponible dans le sens relationnel. La personne est déjà en relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être indisponible aussi dans le sens d'une manière ou d'une autre, le contact est difficile avec cette personne. C'est plus rare, mais ça peut aussi arriver, parce que j'ai été confronté à ça il n'y a pas longtemps. Enfin, une personne est venue à moi avec ce sujet-là. Une personne qui était en relation et qui s'intéresse à quelqu'un d'autre. Bah, même si la personne en soi, elle peut apparaître comme étant disponible, d'un point de vue vibratoire, elle n'est pas disponible, puisque moi, je suis en relation. La personne disponible pour moi, c'est la personne qui est dans la relation avec moi. Donc, si moi, je suis dans une relation et que je regarde quelqu'un à l'extérieur, c'est à ce moment-là, cette personne, elle est indisponible, de par mon statut, mais elle est quand même indisponible, puisque techniquement, si on est en relation exclusive, évidemment, ça peut, bah, on n'a juste pas le droit, entre guillemets, de s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc voilà, la personne est indisponible à ce niveau-là, même si c'est notre statut relationnel qui rend la personne indisponible. Cette indisponibilité, elle n'est pas nécessairement sur la relation amoureuse. Ça peut être aussi sur d'autres relations. Ça peut être vis-à-vis des amis, ça peut être vis-à-vis de la famille, ça peut être vis-à-vis du boulot ou des choses comme ça. Qu'on a globalement de la peine à avoir des relations sociales saines, que ce soit avec des amis ou dans la famille. On a toujours l'impression que les autres, ils n'ont pas de temps pour nous, qu'on n'est pas écouté, pas entendu parmi la fratrie ou des choses comme ça, que nos enfants, enfin oui, ça peut être nos enfants aussi, qui sont jamais disponibles, qui ont jamais de temps pour nous, des choses comme ça. Ou alors les parents aussi, qui on a l'impression qu'ils vont préférer l'autre frère, l'autre sœur plutôt que nous-mêmes, ou on a l'impression que les autres, ils ont des plus gros cadeaux que les nôtres, ou des choses comme ça. Euh, et ce qui est marrant avec cette indisponibilité, c'est que elle n'empêche pas forcément d'être en relation. Typiquement, là, comme je viens de dire, dans le cadre de la famille, on peut tout à fait vivre se confronter à cette idée d'indisponibilité, alors que pourtant, bah, on a des parents, on les voit et tout, mais le fait qu'on soit en relation induit que régulièrement, on va être confronté, on va revoir, on va être remis devant le fait que on attire l'indisponibilité. Et pourtant, papa, il est là, maman, elle est là, etc.
Pour la relation amoureuse, ça peut être quelqu'un qui est justement qui est en relation, mais qui va ne pas être disponible, qui va ne pas être intéressé par passer beaucoup de temps ensemble, ou qui a tout le temps d'autres choses à faire, qui a tout le temps d'autres priorités, qui a finalement un temps assez maigre à nous consacrer, ou alors quand il est présent, il n'est pas vraiment connecté au niveau émotionnel, il n'y a pas vraiment de connexion amoureuse dans la relation, il n'y a peut-être pas vraiment de désir aussi, ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui est indisponible, on n'est pas en relation avec. On peut être en relation avec quelqu'un d'indisponible, mais à ce moment-là, on va souffrir. Parce que ce que nous, on veut comme une qualité de relation, on ne l'aura pas. Euh, Pourquoi on a ça? Je pense que c'est vraiment le point central de comprendre pourquoi on génère ces attitudes-là, pourquoi on attire ces attitudes-là. Euh, je pense que c'est plus un secret maintenant. Il y a beaucoup de thérapeutes, des très anciens, des très actuels, des très connus, des très pas connus, qui disent un peu tous la même chose, c'est que ce qu'on vit vient du passé. Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai cité dans une vidéo que j'ai tournée il y a pas longtemps, un réel que j'avais publié sur Instagram. Si tu veux manger du bœuf ce soir, eh ben, tu dois acheter du bœuf aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier. Mais tu peux pas manger du bœuf ce soir si tu vas faire les courses demain et que t'as pas de bœuf dans ton frigo. Tu vois. Euh, donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui est le choix, est la conséquence, pardon, des choix qu'on a fait dans le passé. Il y a une espèce de suite logique dans la ligne du temps qui fait que on peut pas faire un truc aujourd'hui si on ne l'a si on ne l'a pas préparé hier. Par rapport à l'indisponibilité, on se confronte aujourd'hui à l'indisponibilité pour la même raison, c'est que ça vient du passé. Mais ça vient de quel passé? Certains diront que ça vient des relations amoureuses, certains diront que ça vient euh, des relations amicales ou des choses comme ça. Moi, je pense vraiment que ça vient de l'enfance. Que ça vient de l'enfance, de 0 à 7 ans spécialement. Enfin, pour ceux qui croient à la spiritualité, de réincarnation, d'âme et tout, ça vient même de moins 3 mois jusqu'à 7 ans, apparemment, d'un point de vue vibratoire. Comment ça se passe? Enfin, pourquoi déjà 0 à 7 ans et pas 10? Parce que tout simplement, jusqu'à 7 ans, on a un peu tendance à ce qu'on fait tout pour nous, en fait. On va nous habiller, on va décider qu'est-ce qu'on mange, quand on mange, etc. Est-ce qu'on a le droit de regarder la télé ou pas, machin. À partir de 7 ans, 7 ans et demi, 8 ans, des fois ça va être 6 ans et demi pour certains, il y a une espèce de choix qui va de capacité à faire des choix, de libre arbitre qui va s'affirmer dans la vie de l'enfant, de s'habiller tout seul, de choisir qu'il aime bien telle ou telle branche à l'école, que telle ou telle personne c'est son copain ou sa copine, qu'il veut manger ça pour son anniversaire ou des choses comme ça. On va lui commencer à lui demander son avis pour les cadeaux de Noël, pour justement les cadeaux d'anniversaire ou des choses comme ça. Et du coup, on entraîne petit à petit l'enfant à prendre ses propres décisions. Et il sort du paradigme 100% record, comme on dit, où l'enfant, il enregistre tout simplement tout ce qui se passe autour de lui comme étant la réalité et le cadre de sa vie, en fait. Dans ce qu'on a enregistré, on enregistre notamment l'indisponibilité des parents, et plus précisément l'indisponibilité de l'amour, du concept global de l'amour. À savoir que si parmi les parents, il y en a un des deux qui est absent de manière récurrente, que ce soit émotionnellement, parce qu'il y a des crises de colère, parce qu'il y a de la bipolarité, parce qu'il y a des dépressions chroniques, que ce soit au niveau activité, qu'il y a trop de travail, que le ou les parents rentrent tard, qu'ils sont jamais dispo, qu'ils doivent aller travailler le week-end. Je pense que dans une certaine mesure, les horaires irréguliers peuvent engendrer ça aussi. Ou alors parce qu'il y a trop d'activités du style je veux voir mes copains pendant que les enfants sont à la maison, ou alors je vais faire mon activité sportive 5 fois par semaine ou des choses comme ça. Ou alors un hobby un peu trop prenant ou des choses comme ça. Euh, Ça peut être aussi au niveau de la sécurité affective, au niveau de la sécurité, dans le sens où s'il y a de la violence parmi le couple de parents ou dans la famille, entre les enfants enfin, entre les parents et les enfants plutôt, ça peut engendrer l'indisponibilité aussi vis-à-vis de l'amour, parce que les parents, ils sont censés nous donner de l'amour. S'il y a de la violence
qu'elles soient verbales, physiques, psychologiques ou potentiellement même sexuelles, bah, on va plutôt enregistrer que, ah, l'amour, il vient sous cette forme-là. L'amour, il est difficile à avoir. C'est difficile d'avoir l'attention, c'est difficile d'avoir la bienveillance, c'est difficile d'avoir l'affection des parents, un des deux ou les deux, peu importe, hein. Et du coup, c'est des éléments qui peuvent aussi engendrer l'indisponibilité. Je pense que, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, les systèmes de garde aussi, où il y a un parent, bah, généralement c'est le papa, mais ça peut ne pas être nécessairement le cas, euh, qui voit son enfant un week-end sur deux. Bah, ça fait que l'enfant, 12 jours sur 14, il n'est pas avec son parent en fait. En termes d'indisponibilité, ça se pose quand même là, quoi. Par rapport aux besoins affectifs, par rapport aux besoins émotionnels, par rapport aux besoins d'avoir un modèle dans sa vie, etc. Ça fait quand même pas beaucoup, quoi. Donc, euh, donc ça, c'est toutes des concepts qui peuvent engendrer l'indisponibilité. Ça peut être l'indisponibilité émotionnelle aussi, des parents qui sont pas valorisants, qui disent pas je t'aime, je suis fier de toi, j'ai confiance en toi, tu vas t'en sortir, t'es intelligent, intelligente, t'es créatif, créative, etc. Des parents qui ne nous donnent pas notre propre valeur, ben, on a besoin de cette valeur-là. La pyramide de Maslow, dans la pyramide des besoins, il mentionne rapidement le besoin de sécurité affective, le besoin d'appartenance à un groupe. Et ça, c'est des choses qui viennent aussi à travers la valorisation, à travers les compliments que les autres peuvent faire de nous montrer qu'on est important et qu'on a de l'importance du coup. Si je suis important, c'est parce que j'ai de l'importance. Et si on n'a pas ça, si on ne grandit pas dans ce cadre-là, on grandit dans le cadre où accéder à cet affect, à cette éducation affective, bah, c'est très compliqué, c'est très difficile. Et ça engendre justement l'impression que l'amour est indisponible, que l'amour est inaccessible, que l'amour est compliqué, qu'il faut se battre pour avoir de l'amour, que potentiellement c'est à moi d'aller vers l'amour et que c'est pas l'amour qui va venir à moi, que c'est à moi de m'activer pour générer de l'amour dans ma vie, etc. Et ça, bah, tant qu'on ne l'a pas corrigé à l'âge adulte, on va continuer à s'y confronter. Parce que quand j'étais enfant, on m'a appris que, je sais pas, on m'a appris que ça, c'était un briquet. On m'a appris que ça, c'est une main. Et quand je sors de la maison pour aller confronter cet apprentissage-là dans le monde réel, bah, ça correspond. Du coup, bah, il n'y a pas besoin de changer l'apprentissage que j'ai fait à la maison. Par contre, si on m'apprend que ça, c'est cette belle paire de lunettes-là, si on me dit ça, ça s'appelle un sac à dos, bah, dès que je sors de la maison, je vais être confronté à à ce mauvais apprentissage. Parce que je vais aller à l'école et puis les gens vont parler de sac à dos, puis je les vois mettre un truc sur leur dos au lieu de mettre ça. Et au contraire, quand ils mettent ça, je vais les entendre parler de lunettes au lieu de les entendre parler de sac à dos. Donc, il y a eu un désaccord entre ce que j'ai appris à la maison d'un côté, ce que j'ai appris à l'école, l'expérience que j'en fais. Et à partir de là, le libre arbitre va devoir décider, mais c'est quoi la solution juste, la plus vraie, la plus probable par rapport à cette situation? Est-ce que ça s'appelle un sac à dos ou est-ce que ça s'appelle des lunettes? Si ça s'appelle des lunettes, bah finalement, c'est quoi un sac à dos? Et on va corriger comme ça petit à petit dans notre vie les apprentissages de la maison par rapport aux expériences qu'on a fait dans la vie pour ensuite se créer une vie qui est en adéquation avec ce qu'on veut vivre dans notre réalité. Le problème, c'est que ça, c'est des éléments très tangibles, très concrets. On voit rapidement le désaccord entre ce que la maison m'a appris et la réalité de la vie. Pour tout ce qui est immatériel, pour tout ce qui est intangible, en l'occurrence les émotions, l'amour, la relation, la communication, le rôle de papa, le rôle de maman, ou plus généralement le rôle de l'homme, le rôle de la femme, l'investissement, la loyauté, etc., etc. Ça, bah, on garde ces images comme ça chez nous. Et c'est au moment où nous, on va dans notre vie amoureuse qu'on va se confronter à cette déconnexion, à ce désaccord entre ce qu'on m'a montré à la maison et l'expérience que je fais concrètement dans la vie. Donc, c'est ça qui génère les conflits, les problématiques qu'on a dans la vie amoureuse. Alors là, je parle spécifiquement du concept d'attirer un partenaire indisponible, mais tous les problèmes qu'on a dans notre vie amoureuse viennent de l'enfance, justement. Parce qu'on nous a appris des choses, consciemment ou non.
La plupart du temps, c'est même inconscient. C'est rare qu'il y ait des parents qui s'asseyent avec leurs parents pour leur raconter c'est quoi l'amour, c'est quoi les devoirs d'un homme, c'est quoi les responsabilités, c'est quoi la communication, etc. Donc c'est rarement conscient qu'on apprend ça à nos enfants, mais c'est inconscient. Et pourquoi l'enfant apprend alors qu'on ne lui a pas appris? Parce que 80% des apprentissages qu'on fait se font par mimétisme. Donc ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe, on enregistre et on copie. Donc si on voit papa qui est absent, si on voit maman qui est difficilement joignable, si on voit potentiellement que les deux ils s'engueulent souvent, qui se tapent dessus, qui se maltraitent, qui se trompent ou des choses comme ça, bah c'est simplement ça l'image qu'on va mettre sur le couple et sur l'amour en général. Et donc, avant d'aller nous confronter à l'amour, à la création de notre relation, de la génération de notre amour dans notre vie à nous, bah, on va pas se rendre compte que l'image, elle est un peu flinguée, tout simplement. Donc, au moment où on fait l'expérience et on voit le désaccord, c'est là qu'on va réaliser que, ah ouais, un petit souci, faut que je travaille un peu ça. Ou alors que je continue de me confronter à ce désaccord. Parce que c'est pas juste une question de cérébral. C'est pas juste, ah ouais, l'amour, c'est pas des cris et de la violence et de l'adultère et du vol, alors je change mon idée. C'est pas une idée. C'est ton système nerveux qui a enregistré ça comme ça. Au niveau biologique, c'est un peu compliqué. Il y a un peu le système nerveux, il y a des trucs un peu dans le cerveau aussi. Je suis pas du tout spécialiste, mais je crois que c'est le cortex préfrontal, mais je suis pas sûr. Donc, c'est engrammé en toi, ces apprentissages-là. Et on peut les changer. Donc, c'est ça le but de la thérapie, c'est de changer ces éléments-là. Parce que si tu as engrammé que l'amour est indisponible, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux scénarios différents. Le premier scénario, c'est que quand tu veux trouver une relation amoureuse, tu indiques à ton corps, à ton cœur, à ton système nerveux, à ton système émotionnel, etc., à ton système de croyance, je veux une relation amoureuse. Ok. Alors du coup, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir son plus beau dictionnaire et il va dire amour, tac, 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 il va tourner les pages. Ah, amour, indisponible, inaccessible, difficile, c'est à moi de faire les efforts, je mérite pas, etc., etc. Ok, bah parfait, on va générer cette énergie-là. Et du coup, tu vas attirer des gens qui sont inaccessibles, indisponibles, difficiles d'accès, c'est à moi de faire les efforts, je mérite pas plus, etc. Ça, c'est la première situation. Donc, tu vas vraiment te sentir amoureux, générer des sentiments, générer une attraction, non seulement avec des personnes indisponibles, mais parce qu'elles sont indisponibles. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation que tu vas rencontrer, c'est que tu vas t'intéresser, il y a des gens, pardon, qui vont s'intéresser à toi, qui sont disponibles, qui sont libres émotionnellement, qui sont matures, qui sont disponibles, qui ont du désir pour toi, des projets, etc., qui sont relativement beaux, relativement proches de chez toi, ou globalement des personnes qui sont disponibles et volontaires pour être en relation avec toi. Mais toi, vu qu'elles sont disponibles, ben, ça correspond pas à la définition de l'amour. Du coup, tu vas pas t'intéresser à eux. Tu connais ce concept du nice guy, du mec gentil, ou alors de la fille qu'on dit toujours, ouais, mais elle me court après, c'est un peu chiant, etc. Bah, c'est exactement ça. Si t'es pas attiré par quelqu'un qui s'intéresse à toi, c'est très souvent parce que tu as une représentation de l'amour que c'est difficile, c'est compliqué à voir, donc si on me court après, c'est pas vraiment de l'amour. Mon système inconscient ne reconnaît pas ça, ne reconnaît pas ce comportement comme étant de l'amour. Donc, je ne vais pas développer des sentiments de l'ordre de l'amour. Ça, c'est les deux situations que tu vas rencontrer. Soit tu vas courir après quelqu'un qui est indisponible, soit tu vas rejeter quelqu'un qui se montre disponible. Ça, c'est les deux éléments. Et la question n'est pas de savoir si tu savais que la personne avec qui tu as tenté un rapprochement était disponible. À ce sujet, je te rappelle que même Albert Einstein et Nikola Tesla disaient que les gens comprendront la vie quand ils commenceront à penser en termes de vibration. Donc, tu engages une certaine vibration. Par exemple, les vibrations que tu sens en termes de température. Tu sais quand tu rentres dans une pièce s'il fait chaud ou s'il fait froid. Tu sens quand tu rentres dans une pièce ou dans un ascenseur si l'atmosphère elle est tendue ou pas. Si tu as interrompu un discours qui était un peu gênant. Si deux personnes elles étaient en train de s'embrasser quand tu es rentré dans la pièce ou des choses comme ça.
Ça, c'est les vibrations qui te permettent d'entendre ça. Et si tu crois pas aux vibrations, je te demande de m'expliquer le Wi-Fi, la radio et puis la télé, par exemple. Ok. Donc, c'est une question de vibration. L'autre personne a son expérience, son vécu, sa vie, son quotidien, qui, d'une certaine manière, la rend indisponible à toi. Et du coup, toi, ta vibration, vu qu'elle cherche de l'indisponibilité, parce que c'est ce que tu as engrammé dans tes cellules, tu vas connecter avec cette personne. Donc, il y a des gens, quand je leur raconte ça, ils me disent, ouais, mais moi, je savais pas que l'autre personne, elle était indisponible. Euh, Elle m'a dit qu'elle était célibataire. Et puis, en fait, 6 mois après, je me suis rendu compte qu'elle avait un copain, machin et tout. C'est pas une question de matière, encore une fois, c'est une question de vibration. La personne, elle sait qu'elle est indisponible et du coup, elle vibre cette indisponibilité. Et donc, elle vient vers toi sans se rendre compte qu'elle dégage cette vibration d'indisponibilité. Et vu que toi, ta vibration, elle recherche de l'indisponibilité pour coller à ta définition interne de c'est de l'amour, bah du coup, c'est pour ça que tu attires des personnes indisponibles, en fait. C'est un peu comme si tu te baladais avec un aimant de l'indisponibilité, en fait. Donc, tu attires des personnes indisponibles. Et ensuite, plus tard, dans l'expérience, dans la relation, dans la rencontre, tu vas te rendre compte de quelle manière elle est indisponible. Mais ça, c'est un schéma qu'on voit très souvent. Une dernière chose, c'est que c'est un scénario qui est assez cruel tant qu'on le vit, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'issue. Parce que tant que la personne est indisponible, elle t'intéresse. Mais à partir du moment où la personne devient disponible, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, tu vas perdre ton intérêt pour cette personne. Le problème, c'est que ce que ta vibration, elle cherche à faire en attirant l'indisponibilité, c'est à soigner ça. C'est à soigner ce côté où tu n'as pas d'amour dans ce schéma-là. Tu ne reçois pas ou très difficilement ou très peu d'amour pour toi, pour ta vie, pour ton univers. Donc, ta vibration, elle va chercher à attirer encore ça pour corriger ça. Et le problème, c'est qu'une fois que ça a été corrigé par quelqu'un, je me mets en couple avec Juliette. Elle est indisponible. Et tout d'un coup, bim, elle devient disponible. Elle a réglé son passé, elle pense plus à son ex, elle a quitté son copain, enfin peu importe. Ce qui la rendait indisponible quand je me suis mis en couple avec elle s'arrête. Donc tout d'un coup, elle est disponible à moi. Mon système nerveux, il va se rendre compte qu'au fait, ah mais cette personne, elle est devenue disponible, donc c'est plus l'amour en fait. Et donc elle m'intéresse plus. Je perds, sans me rendre compte, sans faire exprès, sans que ce soit conscient, sans que ce soit volontaire. Je perds insidieusement et implicitement mon intérêt pour cette personne. Petit à petit, ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre quelques mois, mais d'une manière ou d'une autre, quand l'indisponibilité s'arrête, on n'est plus intéressé par cette personne, parce que du coup, cette personne, elle a quitté l'amour. Un autre facteur qui explique que quand une personne redevient disponible, nous, on perd de l'intérêt, c'est que on va se rendre compte, encore une fois, quand je dis se rendre compte, c'est inconscient, mais en termes de système inconscient, d'amour, etc., on va se rendre compte que c'est pas cette personne-là qu'on voulait corriger l'indisponibilité. C'est de la personne qui nous a tant éloignés de l'amour, qui nous a tant reniés presque, en nous privant d'amour, justement. Comme pour dire un truc un peu égotique du style, ah bah tu vois, finalement, je mérite quand même de l'amour, c'est toi qui avais tort. Et donc, si c'est ton père qui a induit ce rapport à l'indisponibilité dans ta vie, bah, en fait, la personne que tu veux finalement convaincre que tu es digne d'amour et d'intérêt et que l'amour doit être disponible, bah, c'est ton père. Donc, en fait, si tu fais ça avec ton copain ou avec ta copine, ben, ouais, cool, ça va rendre la personne disponible peut-être, mais ça va pas soigner ton truc à l'intérieur. Parce que c'est pas de cette personne-là que tu voulais finalement qu'elle soit disponible. Maintenant, la grande question, j'imagine que tu dois te poser, c'est, OK, mais comment on corrige ça? Comment on corrige ça? Eh bien, avec de la thérapie. Et la thérapie, le but, c'est pas de changer le passé, parce que je peux pas changer ce qu'on t'a appris, je peux pas changer ce qu'on t'a enseigné. Mais par contre, il existe des exercices pour travailler ça. L'idée, c'est de travailler non pas les événements qui ont eu lieu dans le passé, mais l'histoire que tu te racontes par rapport aux événements qui ont eu lieu dans le passé. Parce que
On est d'accord que papa qui est indisponible, ben, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es adulte, si tu regardes cette vidéo, tu fais ta vie de ton côté, papa, il est plus là pour faire à manger, pour payer ton loyer ou des choses comme ça. Donc l'événement n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais par contre, l'histoire que tu te racontes vis-à-vis de ça, elle est encore d'actualité. Et c'est ça le but de la thérapie, c'est de changer ta perception des événements du passé. Donc, si c'est un projet qui t'intéresse, si tu as l'impression de devoir travailler sur ton rapport à l'amour, sur le fait que tu n'attires que des personnes indisponibles, que tu n'es pas attiré par des gens qui ont l'air géniaux, mais qui ne t'intéressent pas, qui ne t'intéressent pas, contacte-moi, réponds à cette vidéo. Il y a mes coordonnées partout sur Internet que tu peux me retrouver sur YouTube, tu peux me retrouver sur Facebook, tu peux me retrouver sur Internet, sur Instagram, pardon. J'ai même un site Internet aussi si vraiment il faut aller jusque-là. Donc, n'hésite pas à me contacter. Il y a de toute façon des choses à faire pour améliorer ta vie amoureuse. Allez, belle fin de journée à toi. Je te laisse avec ça. Ciao!